Bonsoir, bienvenue à notre émission Femmes Mauvaisier. Donc ce soir, nous avons une émission spéciale sur les violences faites aux femmes. C'est vrai que c'est samedi, c'est le 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Alors vous direz que chaque année c'est la même chose et on est toujours sur ce même sujet et on peut penser que les violences ne diminuent pas. C'est vrai qu'elles sont très importantes et on va en parler. Alors, juste un petit point historique pour savoir d'où sort cette journée, le 25 novembre, cette journée internationale journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Elle sort de la Caraïbe. C'est l'histoire de 3 femmes, les sœurs Mirabal, qui ont été tuées le 25 novembre par un dictateur, Trujillo, en République dominicaine, tout simplement parce qu'une des sœurs, Mirabal, s'était refusée à ce dictateur. C'était une très très jolie femme et elle était allée à un bal avec un dîner chez ce monsieur avec ses parents et il l'a invitée, mais elle n'a pas accepté ses avances. Et ces femmes qui étaient quand même de famille bourgeoise, mais qui étaient quand même très progressistes, qui étaient très conscientisées sur la question de la situation de répression et d'oppression dans ce pays, la République dominicaine. Leurs maris aussi étaient très engagés. Et un jour, elles sortaient de chez elles ont été souvent emprisonnées, et elles allaient voir leur mari, et elles ont été, dans les années 60, elles ont été liquidées par les hommes de main de Trujillo. Elles ont été jetées dans un précipice. Et depuis ça, cette journée en Amérique latine a été... on rendait hommage aux sœurs Mirabal le 25 novembre. Et en 1990, l'ONU a rendu officielle cette journée, qui est la journée pour l'élimination des violences envers les femmes. Mais avant d'aller plus loin, nous allons demander à Géraldine, comment peut-on... c'est quoi les violences faites aux femmes? Alors, les violences faites aux femmes, elles ont ça de spécifique qu'elles sont dirigées vers les femmes parce qu'elles sont des femmes. En gros, en général, les hommes subissent des violences qui sont liées à des circonstances. C'est-à-dire qu'on est en guerre, on se fait agresser pour se faire prendre son porte-monnaie, etc. Mais en fait, ça c'est pas lié à leur sexe, c'est pas lié au fait que ce soit des hommes, en tout cas très rarement. Alors que les femmes, les violences qui sont exercées à leur encontre le sont spécifiquement parce que ce sont des femmes. Je vais vous donner un chiffre pour qu'il n'y ait pas de doute dans l'esprit des téléspectateurs et téléspectatrices. Dans le monde, d'après l'ONU, les chiffres qui datent de 2010, il me semble, 7 femmes sur 10 sont victimes de violences contre 2 hommes sur 9. Donc là, ceci englobe les zones de guerre, où les hommes sont ceux qui se battent. Donc les chiffres sont assez parlants. Par ailleurs, dernièrement, où tout le monde est au courant maintenant, l'affaire Weinstein, on parle d'agression et de harcèlement sexuel, c'est une forme de violence aussi. On se rend compte tout d'un coup que c'est pas quelque chose qui est le fait d'hommes isolés, d'individus pervers qui auraient perdu la tête, que c'est quelque chose, vu l'ampleur du mouvement, qui est un système. Eh bien, les violences envers les femmes elles sont sexuelles, mais elles peuvent être, on va le voir, économiques, psychologiques. Ces violences sont le produit d'une société, d'un système qui, parce qu'elle est une société conçue pour et par les hommes, fait des femmes des citoyennes de seconde zone et donc soumises à la discrimination et aux violences. Donc en ce sens-là, c'est une oppression spécifique aux femmes parce qu'elles sont des femmes. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Pour parler de ces violences, nous avons sur le plateau d'abord Sylvie, qui va parler des violences dans le monde du travail. Nous avons Géraldine, bien sûr. Et puis nous avons une invitée qui est Annick Calabert, qui vient nous parler dans notre rubrique Cantécan de la violence en direction des enfants. Et avec nous, Valérie Bernard, qui est toujours notre spécialiste sur la question de l'éducation des enfants. Alors nous avons 2 spécialistes sur la question de l'éducation des enfants. Alors donc pour introduire cette émission, nous sommes allés dans la rue. Nous sommes allés voir un petit peu ce que disent les femmes sur les violences faites aux femmes. Je pense qu'il y en a beaucoup, même si pour l'instant on n'a pas vraiment de statistiques, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal. Du coup, il y en a beaucoup, mais bon, elles ne parlent pas, elles ne disent rien, donc elles sont dans le silence. C'est pas facile de dire qu'elles ont été victimes.
Oui, mais oui, ce sont les femmes qui sont fragiles ou alors qui se laissent faire au début et puis après, bon, l'homme, il s'habitue. Mais il y a des femmes aussi qui sont courageuses et qui ne se laissent pas faire au début. En fait, l'homme ne s'habitue pas. Moi, je pense que c'est une histoire d'habitude. Une fois qu'on freine l'homme tout de suite, normalement, ça doit aller. Mais il y a des femmes qui aiment leur homme et bon, ils se disent que l'homme va changer. Et ces violences, elles sont nombreuses dans notre pays et aussi nombreuses dans le monde. Quelques chiffres, nous savons que on disait l'autre jour, tout à l'heure, dans le monde. Dans le monde, 7 femmes sur 10 sont victimes de violences, contre, je crois que c'est 2 hommes sur 9, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. C'est les chiffres de l'ONU 2010. Alors, ils ont peut-être changé depuis, mais enfin bon, ça ne doit pas être très important. Là, par exemple, pour rester dans la mouvance des agressions et de harcèlement sexuel, en France, on pense que, d'après l'INSEE, estime qu'il y aurait une femme sur 5 qui aurait été victime au cours des 12 derniers mois, en tout cas c'est ce qu'elle déclare, d'avoir subi des violences et harcèlement sexuel, donc c'est quand même très important. Il y a la violence de façon généralisée, hein, par exemple chez les jeunes aussi, il y a chez les 14-19 ans, 9 jeunes sur 10, accrochez-vous les parents, soit l'auteur, soit les victimes ont été soit l'auteur, soit les victimes de violences. Donc c'est quelque chose qui est, et les violences étant à 80, enfin les violences des filles étant exercées contre les filles étant 2 fois et demi supérieures à celles exercées contre les garçons. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Et de façon générale, en Martinique, les violences sont en augmentation. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres sous les yeux. Peut-être que l'une d'entre vous les a. Les violences sont en augmentation. Alors certains disent que c'est parce que la parole s'est libérée que les femmes portent plainte. Certainement. Donc ça sûrement, mais quand même, il faut savoir qu'on considère que il n'y aurait que 10% des femmes qui portent plainte quand elles sont victimes de violences, et ce chiffre augmente, enfin diminue, quand il s'agit de violences sexuelles. Donc ça veut dire que même s'il y en a plus, on est quand même très en deçà du nombre probablement officiel. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai vu ça hier ou avant-hier dans un journal, dans un quotidien français, que les 3 derniers mois, ou même moins que ça, depuis que l'affaire Weinstein a explosé, il y a une augmentation de 30%. Exactement. Des plaintes, toutes confondues, c'est pas forcément sur le harcèlement, etc. De 30%. C'est-à-dire 30%. La parole s'est libérée depuis ça. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont apparues, ça veut dire qu'elles existent depuis un certain temps. Donc encore, je voudrais que les personnes qui nous regardent sachent bien que c'est pas le fait de pervers ou de gens qui ont des problèmes ou des gens isolés, c'est le fait de tout le monde. Et je vais prendre un exemple extrêmement simple. Dans les rues de Fort-de-France, combien sommes-nous à ne rien faire lorsqu'on voit une très jeune fille, parce que dernièrement il y a eu le scandale de la jeune fille qui a été violée, de 11 ans violée, et sur les réseaux sociaux on lit « Mon Dieu, c'est un pervers ». Je répète, combien de fois on voit des jeunes filles qui sont à peine formées, qui se font harceler avec des obscénités qu'on leur susurre dans l'oreille, dans l'indifférence générale. Et les hommes qui font ça, ce ne sont pas des pervers, c'est des hommes qui se pensent autorisés à le faire par le système. Alors, voilà. Donc nous avons interrogé encore les femmes qui sont dans la rue pour savoir quelles sont pour elles les différentes formes de violence. Alors qu'est-ce qu'elles nous disent, ces femmes-là ? C'est à moi que vous... Non, dans le micro-trottoir. On va regarder notre micro-trottoir. Oui. Il y a des violences physiques, comme il y a des violences aussi psychologiques. Ça veut dire que le gars peut la descendre, lui dire du n'importe quoi, la faire sentir qu'elle n'est rien. C'est psychologique. Et physique, c'est les coups. Tout ce qui est fait de façon cachée, en fait. Pas forcément des coups, mais de façon ce que personne ne voit, en fait. Moi, j'ai dit plutôt violence conjugale. Je pense que toutes les violences sont similaires. Elles sont atteintes à la personne et c'est déjà grave. Là, nous parlons particulièrement des violences psychologiques. Et nous allons passer la parole à Pascale Benoît, qui est une psychologue et que nous avons interviewée. On verra ce qu'elle nous dit à ce sujet. La violence psychologique, c'est qu'il va trouver des moyens de me faire penser que je deviens folle, par exemple. Ou va me faire douter de choses très simples.
de choses de tous les jours, mais distillées au fur et à mesure. Peut-être que je vais finir par croire que je deviens effectivement folle. Car il me le dit, je suis folle. Personne ne te voudra, tu es folle, folle comme tu es. Et donc, quand on additionne, c'est une façon d'être au monde, cette violence psychologique. C'est-à-dire qu'il met en place autour de moi tout un système pour m'empêcher d'être vraiment moi. Par exemple, il va me couper de mes liens sociaux, familiaux, amicaux, professionnels même quelquefois. Il fait de l'isolement, il m'isole, je deviens sa chose. Et en tant que sa chose, je ne suis plus quelqu'un. Des femmes qui nous arrivent des fois dans les entretiens, j'en ai beaucoup rencontré, mais dans un état lamentable, et qui ont du mal à se refaire, à retrouver de l'énergie, parce que elles sont en plus persuadées que souvent elles sont dans la culpabilité, et elles se disent peut-être que c'est moi aussi qui est mal fait, comme dans la violence physique, et elles se cachent, elles ne disent rien. Et là aussi, dans la violence physique, ça se voit. Des fois, on voit les femmes sont victimes de violences physiques, mais là, ça ne se voit pas. Et c'est dans le silence le plus complet. Et c'est la violence la plus difficile à prouver, déjà, à prouver. Je ne sais pas si... c'est la violence la plus difficile à prouver, mais déjà, il faut en prendre conscience. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Les coups, c'est un acte franc. On le voit, il est perçu, il est reçu. C'est une violence qui porte son nom et qui laisse des traces. Donc effectivement, objectivement, on peut dire j'ai été battue. La violence psychologique, elle est insidieuse, elle est subtile et souvent elle est difficile à reconnaître pour les femmes qui en sont victimes. Donc bien sûr, elle est difficile à reconnaître pour les personnes qui sont extérieures, mais les femmes elles-mêmes sont souvent dans le déni. Il leur faut un certain temps pour se rendre compte que mais en fait, ce qui se passe, c'est de la violence. Ça prend du temps. Et ensuite, passer le pas de le dire après avoir été soi-même tellement convaincu que c'était pas ça, c'est tout un cheminement parce qu'on se dit qu'on aura du mal à convaincre l'autre. Non, mais juste rajouter une petite chose. Il y a quelque chose qui est très frappant dans la violence psychologique, c'est que en général, on est avec quelqu'un et on part du principe que cette personne vous veut du bien. Donc en fait, toutes les petites choses insidieuses, tous les dénigrements permanents, c'est assez facile finalement, surtout si il a réussi l'isolement, etc., comme ça a été dit tout à l'heure, de vous faire croire que c'est pour ton bien, que c'est pour ton bien quand je te dis qu'il faut arrête de prendre la parole en public, arrête de porter ça, arrête de travailler, voilà, enfin tout ça c'est pour ton bien. Donc je pense que c'est encore plus difficile que quand c'est une tierce personne avec qui on n'a pas d'attachement intime et à qui on ne fait pas confiance. A priori. Et s'il y a un instrument qui a aidé les gens dans la question du harcèlement, c'est aussi le contrôle. La question du harcèlement psychologique, c'est le contrôle. Et avec un portable, vous savez, les portables sont devenus des instruments terribles. Si c'est intéressant pour tout le monde pour communiquer, mais pour les femmes, c'est devenu terrible. On vous contrôle tout le temps, partout. Il y a des femmes qui reçoivent des fois dans un week-end, il y a une femme qui m'a appelé, 250 coups de téléphone pendant un week-end. C'est quelque chose d'incroyable. Et là aussi, c'est à vous rendre effectivement folle, à douter de vous. Et bien entendu, là aussi, c'est de la violence. Il faut que les gens prennent conscience, comme disait Annick Calabert, que c'est de la violence et qu'il faut porter plainte. Alors donc, nous savons aussi qu'il y a cette violence physique. Et voyons un petit peu ce que dit Pascal Benoît à ce sujet-là. La violence physique, en fait, il y a différents degrés. Ça peut aller de la petite bousculade, la pichenette, jusqu'au sang, jusqu'à la mort même quelquefois. Ça s'installe de façon très pernicieuse, très comme ça, c'est pour rien. Mais non, il m'a donné une petite tape, c'était pas méchant, il m'a donné une petite calotte, mais non, mais je l'ai taquiné aussi. Sauf que ça se met très très vite en place, très très vite en place, dans les premiers temps de la relation. C'est-à-dire un peu comme s'il teste. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'elle accepte ou est-ce qu'il va falloir que je m'excuse? Si ça passe, eh ben ça s'installe.
Et la petite tape comme ça qui était pour rire devient un moyen de punition. Et là, on se rend compte qu'on change de type de rapport. On n'est plus dans un rapport adulte-adulte. On est dans un rapport adulte-enfant. L'enfant étant la femme qui prend l'étape. Elle est corrigée parce qu'elle ne fait pas bien, parce qu'elle ne fait pas comme on lui demande. Donc cette infantilisation, c'est la part psychologique, qui va aller avec une forme physique, c'est-à-dire les tapes, les coups, les morsures, les brûlures, enfin bon... Côté violence physique, l'imagination est sans limite. Et je pense qu'il est importantissime pour les femmes de réagir tout de suite. De réagir, même si c'est pour rire. On ne joue pas avec les coups, on ne joue pas avec la violence. Et dans un couple, on ne devrait pas avoir à arriver à ces extrémités parce qu'on a une chose qui est incroyablement nouvelle, vous me direz, ça s'appelle parler ensemble. Alors voilà, donc cette violence physique, c'est terrible. C'est terrible et les femmes sont dans des états et elles se cachent aussi. On voit qu'il y en a qui disent oui, je suis tombée sur le réfrigérateur, je suis tombée dans l'escalier et ont du mal à aller porter plainte. Et c'est la première chose à faire, c'est porter plainte. Et ça, et on verra avec l'avocate tout à l'heure quels sont les conseils qu'elle donne à ces femmes-là. Donc il y a aussi cette violence physique, on ne va pas s'étendre dessus parce qu'on sait qu'elle... Oui, tu voulais ajouter. Je voulais dire quelque chose que je trouve, puisqu'on reçoit des femmes de temps en temps, et moi, quelque chose qui m'a frappée, j'en ai pas reçu énormément, mais les peu que j'ai reçus, c'est que il y a quand même une injonction de plus en plus, surtout chez les femmes qui ont... Vous savez, il y a des femmes qui se débrouillent bien, en fait, qui ont un travail, c'est pas forcément super prestigieux, qui s'occupent des enfants, etc., qui sont des femmes fortes, entre guillemets, ce qu'on appelait avant les potomitans. Avec il y a une injonction sociale aux femmes d'être, voilà, t'es une vraie femme, t'es une femme forte qui jongle avec plein de choses, etc. Et tout d'un coup, de dire qu'on a été battu, c'est faire le pas de côté, c'est-à-dire qu'il y a une double punition. Il y a les coups que j'ai reçus, mais il y a la punition sociale, enfin du moins c'est les femmes le vivent comme ça, de se dire que finalement elles sortent de elles sont ratées, elles sont des ratées, puisqu'elles se sentent pas forcément coupables de prendre des coups, mais elles se sentent coupables de se retrouver dans cette situation-là. Et elles ne comprennent pas comment elles sont arrivées là, souvent. Oui, et puis aussi il y a le fait qu'elles se sentent minables, en fait. Elles se sentent minables, c'est pas forcément qu'elles sont... Enfin, moi, celles que j'ai reçues, elles étaient très claires sur le fait que c'était l'autre le coupable, mais pas elles. Mais par contre, elles se sentaient minables de se retrouver dans cette situation-là, et c'est aussi pour ça que parfois, elles n'osent pas tendre la main, et je pense que quand on les entend, il faut, quand elles viennent en parler, il faut pas leur dire cette phrase classique, mais enfin... Comment toi, ça t'arrive à toi, enfin voilà, qui va pas les aider et qui va au contraire les enfoncer davantage. Voilà, je voulais juste dire ça. Non, c'est quelque chose de terrible, hein, ces questions de violence physique, parce que bon, ces femmes, elles arrivent vraiment sans énergie, hein, et puis elles sont cassées, et puis c'est culpabilisé, elles ont honte. Souvent, comme elles ont été isolées, parce que ça s'accompagne aussi d'abord de la violence psychologique. Donc c'est un isolement, c'est toute une... Et c'est vraiment, il y a des déclics qui se font, soit par les enfants, soit par une campagne. Souvent, des centres qui reçoivent les femmes après les campagnes, il y a plein de femmes qui viennent. Donc c'est tout un environnement qui peut amener les femmes à sortir de ces violences. Mais ce n'est pas simple. Contrairement, mais on dit, Pouti qui a arrêté, il en met ça, quoi. Non, c'est pas si simple. On sait que c'est pas si simple, on pourra en discuter encore tout à l'heure. Alors, on parlait aussi des violences économiques. Alors, souvent, les gens disent que, mais c'est quoi ce mot barbare? Je dis, mais c'est quoi ces violences économiques? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Alors, on est en période de crise, donc tous et toutes ont subi des violences économiques. Ceci dit, il y a des violences... Couple, hein. Voilà, donc j'y arrivais. Donc là, on va parler des violences économiques dans le couple. Alors les violences économiques dans le couple, c'est encore une fois le contrôle. Hein, c'est un des éléments caractéristiques de la violence, ce qu'on appelle la violence dans les relations amoureuses, c'est le contrôle. Et donc le contrôle financier. Donc ça peut aller, il y a plusieurs choses. Ça peut aller d'empêcher sa partenaire de travailler, tout simplement. On a toujours des bons exemples, mais des bons arguments.
mais quand même on l'empêche, on s'arrange pour pas lui faciliter les choses. C'est aussi, ça commence aussi souvent par le piège du compte commun. Ça veut dire qu'on a un compte commun quand on s'aime, après tout, c'est normal. Mais quand on est face à un individu qui veut vous contrôler, ben là, il a un contrôle idéal puisqu'il a ce compte commun. Et c'est alors que vous travaillez, par exemple, vous expliquez que vous avez dépensé trop d'argent, contrôlez ce que vous dépensez, vous demandez des justifications, etc. Quitte à un jour décider qu'on va prendre en main les finances du couple. Et donc, on va vous allouer comme à un enfant, on retombe encore sur le même principe de l'infantilisation, on va vous allouer une petite somme pour faire un certain nombre de choses. Voilà. Et puis, ça va aussi sur le fait qu'on vous empêche de travailler et comme disait Sylvie, dans un deuxième temps, si vous voulez partir, on vous menace de vous couper les vivres. Hein. On vous a empêché de les gagner toute seule et puis après, on est le seul maître de votre bien-être et de votre survie économique. Alors, oui, donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses, mais il y a une des caractéristiques aussi de cette violence économique, c'est que quand les femmes ne travaillent pas, alors là c'est énorme, mais quand les femmes travaillent, on retombe encore sur les mêmes principes qui sont qu'elles sont honteuses, parce que parfois il y a des femmes cadres qui se retrouvent dans ce genre de situation-là, à ne pas contrôler leur propre argent. Et puis il y a aussi un élément aussi qui est important, c'est le fait le conjoint peut décider de contracter des dettes. Alors en général, il ne le contracte pas forcément pour contrôler l'autre, il le contracte parce qu'il y a des problèmes avec l'argent, qu'il arrive, c'est un mauvais gestionnaire, mais ensuite ça devient un outil de contrôle supplémentaire, puisque je vous mets dans une situation telle que de toute façon, en général, je contracte les dettes sur votre compte, hein, pas sur le mien, hein, parce que moi j'ai gardé un petit compte à part, contracte les dettes sur le vôtre, donc ça vous met dans une situation terrible de dépendance davantage, voilà, parce que vous vous retrouvez à payer des choses que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas, pardonnez-moi, vous permettre, et c'est encore une façon de vous tenir, de vous menacer après si vous voulez partir, etc., etc., etc. Voilà. Alors on peut ajouter à ça aussi les femmes qui ne travaillent pas, ou c'est l'homme qui fait des courses. Ouais. Et oui, ça arrive. Souvent. Je pense qu'il doit donner l'argent. Non, il y en a qui font les courses et vraiment les choses sont très carrées il n'y a vraiment pas la moindre fantaisie dans ces courses, même pas des fois le minimum pour la femme elle-même dans son intimité, dans ce dont elle a besoin pour son intimité personnelle. Tu voulais ajouter quelque chose, on dirait Oui. En fait, ce que Géraldine disait est très important quand on parle du contrôle. Il m'est arrivé de recevoir des femmes qui étaient dans cette situation et avec cette notion de contrôle, de recevoir des coups de fil ou des SMS de menaces où tout d'abord leur compagnon essayait de me convaincre qu'elles étaient folles, qu'elles étaient manipulatrices. Et puis finalement, devant l'échec de leur tentative, en fait, tout simplement, couper la source financière. Donc du coup, elle ne pouvait plus venir consulter, elle ne pouvait plus recevoir d'aide, elle ne pouvait plus recevoir quelqu'un qui puisse les aider à prendre conscience de la situation et à s'en sortir. Voilà. Alors donc, il y a aussi les violences sexuelles, mais nous avons décidé de ne pas en parler à cette émission, tellement elles sont importantes en Martinique. Donc nous allons consacrer une émission spéciale sur les violences sexuelles. Il faut savoir qu'elles sont 3 fois plus importantes en Martinique qu'en France. Et c'est hallucinant, elle a à peu près 17%. Donc on va en faire une émission spéciale parce que les gens des fois ne comprennent pas, ne sont pas très au clair sur qu'est-ce que c'est qu'une violence sexuelle, même dans un couple marié. Et c'est quoi la question du devoir conjugal et la question du viol dans le couple. Donc nous allons consacrer une émission spécialement à ça. Alors nous sommes allés encore voir les femmes de la rue pour leur demander pourquoi les femmes ne partent pas. Parce qu'elles ont peur du regard des autres et puis elles ont peur que les gens ne les croient pas en fait. Donc je pense que c'est aussi ça. Il faut qu'elle en parle à ses proches, il faut qu'elle ait une aide, qu'elle aille voir un psychologue physiquement ou mentalement. Tout ça, voilà, c'est normal, c'est naturel de rester dans le silence, de garder tout pour soi. Elle a peur de l'homme. Ça peut être aussi le fait qu'elles aiment l'homme, donc elle donne à l'homme une autre chose. Elle pense qu'elle se dit l'homme m'aime et il va pas continuer parce qu'il m'aime, donc il va changer. Or que c'est pas le cas. Le plus souvent c'est pas le cas.
Je pense peut-être par crainte, peut-être par habitude également. Crainte du qu'en dira-t-on, ou crainte de se retrouver seul, crainte d'assumer des enfants ou des charges quotidiennes, peut-être seul. Ou par habitude, le nombre d'années avec ce compagnon, etc. Alors nous sommes allés rencontrer Pascal Benoît, et toujours là, qui nous dit pourquoi ces femmes-là ne portent pas. Elle essaie de nous donner des éléments d'explication. Donc effectivement, cet homme qui prend du temps pour moi, qui est présent, car pendant la lune de miel, il est présent, qui m'écoute, qui est aux petits soins, ben, je tombe amoureuse. Et puis bon, ben, s'il y a des petits trucs, oh, c'est pas si grave, je passe. Erreur, c'est ces petits trucs-là qui sont les jalons de la violence à venir. La petite calotte, la petite pichenette, la petite « non, je ne veux pas que tu sortes derrière moi avec cette robe-là », ces petites phrases qui sont mal interprétées, qui sont interprétées comme des preuves d'attention et d'amour. Oh, il s'occupe de moi, t'as vu, il m'a dit « ah non, il ne veut pas que je mette cette robe » parce que... Il y a une façon de dire les choses. Il y a une façon de dire ah, « tu sais chérie, cette robe, j'aime pas trop, alors que celle-là, je la trouve géniale. » Chacun ses goûts, c'est possible. Là, on n'est pas dans la violence, on est dans « je préférerais ». L'homme violent ne va pas dire ça comme ça. Il va dire « je ne veux pas que tu mettes, je t'interdis de mettre cette robe, tu vas te changer tout de suite. » Le ton, le côté impératif, le côté c'est moi qui décide, c'est moi qui sais. Et tu n'as qu'à te soumettre. Parce que la phrase est rarement finie, mais c'est « sinon, on finit ». Et comme je suis amoureuse, mais j'ai pas envie de perdre ce nouvel homme il n'y en a pas si souvent qui me plaisent. Pour une fois qu'il y en a un qui me plaît, bon allez, je vais passer sur les petits trucs. Erreur. C'est sur ces petits trucs-là qu'il faut être très très attentive et intransigeante. Comment tu me parles? Comment tu te rentres en conflit avec moi? On peut ne pas être d'accord sur quelque chose, mais il y a une façon de le dire et de le faire. L'homme violent va le faire de façon cassante, très péremptoire, c'est moi le chef, et il n'y a pas de discussion possible. Alors au début, ça sera peut-être avec un petit peu de miel autour, avec un petit peu de rondeur. N'empêche que la femme sent déjà que, oh oh. Après, selon l'histoire qu'elle a eue, elle va accepter ou pas. Malheureusement, on nous dit, attention, il y a beaucoup de femmes sur la planète, il n'y a pas beaucoup d'hommes, les hommes bien sont rares. Donc c'est vrai que quand on tombe amoureuse d'un homme, on se dit, bon, il y a peut-être des concessions à faire. Alors, moi je ne suis pas trop d'accord de faire des concessions ni sur le respect que l'autre me doit, ni sur la notion de sécurité dans laquelle je dois me sentir en sa présence, ni dans la notion de liberté que je dois avoir et garder. J'ai le droit de dire ce que je veux. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais parce que tu n'es pas d'accord, je n'ai pas le droit de parler, ça c'est pas normal. Parce que j'ai dit quelque chose qui ne te plaît pas, ta main se lève, ça c'est pas normal. Parce que j'ai dit quelque chose qui ne correspond pas à ta façon de penser, tu m'injures, ça c'est pas normal. Donc ça, pour moi, ce sont vraiment les trois piliers qu'il ne faut absolument pas... il ne faut pas transiger avec ça. Là, il faut être... quitte à perdre un amant potentiellement très intéressant, il vaut mieux ça que 10 ans après se dire mince, et dire que dès les premières minutes, je m'en suis rendu compte. Un commentaire sur... Oui, j'aurais quand même voulu nuancer un peu les propos de Pascal, parce que moi j'ai souvent constaté de la violence psychologique qui est plus subtile, où on ne va pas forcément dire ne fréquente pas cette personne, mais en fait on va s'appliquer à bouder. Oui, ça c'est sûr. On va pas le dire franchement, on va pas dire mais pas cette robe. On va faire la tête, on va dire « ah, je l'aime pas ». Et puis, t'es mieux en pantalon, et puis, quand c'est plus large. Et en fait, progressivement, sans dire les interdictions, parce que souvent les femmes, elles le disent « il ne m'a pas interdit, mais je me suis sentie obligée ». C'est plus subtil, et en même temps, il y a une pointe de culpabilisation juste comme il faut, qui fait qu'en fait, on se sent, comme elle disait d'ailleurs, mal à l'aise dans ses choix.
On peut ne pas être d'accord et vivre ça sereinement. Mais il y a cette petite culpabilisation derrière qui fait que si j'ose fréquenter un tel, si j'ose m'habiller de telle façon, ou simplement écouter telle musique que j'aime bien, des choses qui commencent souvent par des petits détails assez banals finalement. Il y a de la culpabilité derrière qui fait que progressivement l'emprise prend de la place jusqu'au jour où cette femme elle va dire mais en fait il m'a jamais demandé. Et c'est là que ça devient plus insidieux. C'est qu'elle prenne conscience que la violence en fait c'est faite par manipulation et non par injonction franche. Et la notion d'emprise est très importante dans les couples, chez les femmes. En effet, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il est difficile pour les femmes de partir. Parce que c'est de la manipulation, c'est de l'emprise, on se sent cerné de toutes parts. Des femmes, comme on le disait tout à l'heure, qui ont pleine capacité dans plein d'aspects de leur vie, ne comprennent pas pourquoi sur le plan affectif, elles se sentent bloquées. Je vous pose une question parce que je n'ai pas la réponse. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi parce qu'on nous élève avec les histoires de princes charmants, de princesses, de machin, qu'on nous élève à exister en tant que femme que dans le regard des hommes? Ça veut dire que je suis une femme parce que je suis aimée d'un homme et que du coup on recherche... Enfin voilà, je rejoins un peu cette analyse. On va en parler un peu plus tard d'ailleurs. Je rejoins cette analyse parce que je pense vraiment que la manière dont on est femme dans la société, la féminité passe par la reconnaissance du regard masculin. Et c'est très très embêtant parce que c'est difficile d'être soi quand on n'est pas validé par la jante masculine. Donc avoir un homme, c'est être validé par la jante masculine et ne pas en avoir, est-ce que ça voudrait dire être invalidé? Certaines femmes le vivent comme ça et donc ont du mal à passer le cap du célibat. Je ne veux pas me retrouver seule, je quitterai quand j'aurai trouvé quelqu'un qui m'en donnera la force. On entend souvent ce discours. Et elles sont prêtes à accepter des fois n'importe quelle situation pour ne pas se retrouver seule. Disons que la tolérance va parfois loin, malheureusement, lorsqu'il s'agit si l'enjeu c'est de se retrouver célibataire, j'ai pas envie d'être seule. Et puis bon, lui je connais ses travers, je sais comment éviter de le mettre en colère. Bon voilà, on marche sur des œufs pendant 5 ans, 6 ans, 10 ans. Évidemment, au bout d'un moment, la colère arrive, la claque arrive, l'agression arrive, qu'elle soit physique ou psychologique. Mais bon, quand j'aurai trouvé un homme qui me sauvera de ça, j'en sortirai. Mais en sortir seule, c'est pas évident. Alors nous sommes allés quand même, merci Yannick, nous sommes allés interroger Laurence Vieira, qui est l'avocate qui intervient dans notre espace de parole qui s'appelle CAIFAN. Je rappelle que nous avons cet espace qui fonctionne tous les samedis de 9h à 11h. Et Laurence Vieira, qui est avocate, intervient le premier samedi de chaque mois. Alors pour le prochain samedi 2 décembre, il n'y a plus de place. Donc il y a déjà à peu près 3-4 personnes inscrites. C'est une permanence qui me semble très très sollicitée, très attendue, puisque c'est une permanence gratuite. Bien entendu, on demande aux femmes de nous donner une petite pièce de solidarité parce que notre association, ce sont des bénévoles qui y sont et on a besoin de ce soutien. Donc Laurence, on l'a interrogée pour qu'elle nous dise que doit faire une femme qui décide de partir. Alors en premier lieu, je crois que le premier conseil qu'il faut donner, c'est ne pas banaliser. Prendre les choses au sérieux et immédiatement essayer de réfléchir en termes de dossier, en termes de réparation, donc en termes de saisine d'une autorité judiciaire. Et pour ça, il faut avoir des preuves. On ne vient pas simplement en disant « j'ai été battue, j'ai été bousculée, je suis harcelée ». Il faut être en état de démontrer la réalité de ce qu'on avance. Donc ça implique des constatations médicales, ça implique qu'on en ait parlé à quelqu'un, à des personnes autour de soi, qu'on ait consulté, qu'on soit allé voir une association, qu'on ait des témoignages, mais surtout qu'on ait vu son médecin. Ça c'est la première chose. Il faut porter plainte.
il faut porter plainte. Il faut que l'autorité judiciaire soit saisie d'une manière ou d'une autre, gendarmerie, police, procureur de la République, consulter un avocat et porter plainte si on ne se sent pas capable de le faire tout seul, se faire aider. Mais il n'est pas question que les plaintes ne soient pas entendues par la police. L'autorité de police, l'autorité judiciaire, elle est faite, elle fonctionne de manière à ce que, lorsqu'une personne a à se plaindre d'une autre, même s'il s'agit de violences intrafamiliales ou conjugales, l'officier de police judiciaire, l'officier de gendarmerie, il est tenu de prendre cette plainte. Et s'il refuse de la prendre, on revient, on change de gendarmerie, on saisit le procureur de la République, on consulte un avocat. Il est absolument inadmissible que la plainte ne soit pas recueillie, même pour des violences qu'on pourrait qualifier de légères. Alors c'est vrai que la question de la plainte, on sait que souvent, contrairement à ce que peuvent penser certaines personnes de la maison judiciaire, c'est que les plaintes ne sont pas toujours prises. Il y a des gens qui découragent les femmes. J'en ai vu une. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez porter plainte? Et selon la façon dont les gens sont accueillis dans les commissariats et dans les gendarmeries. Donc il y a une formation peut-être permanente qu'il faut donner à ces policiers parce que ça change beaucoup. Et à ces policiers, ces policières aussi, hein, les femmes qui accueillent. Bon, celle qui disait est-ce que vous êtes sûr que vous vouliez porter plainte, c'était une femme. Donc et là les femmes disent que nous ne sommes pas, on n'a pas pris ma plainte. Ou bien quand elles appellent, le gars dit mais est-ce qu'il y a du sang? Qu'est-ce qui se passe? Et si c'est simplement de la menace, bon souvent on dit Annick. Oui, moi je bouge sur ma chaise tout à l'heure parce que c'est une réalité. Hein. C'est une réalité, moi, que je constate chaque fois, quasiment chaque fois. Est-ce que vous êtes sûr? Quelles sont les preuves? Ah, mais madame, ça c'est rien. Ah, mais non, ça peut quoi rien. Voilà, c'est ça. On estime... Alors, elle parlait tout à l'heure d'apporter des preuves. Lorsque c'est une violence qui est psychologique, c'est compliqué pour les femmes d'apporter des preuves. C'est compliqué parce qu'elles-mêmes ont du mal à rassembler leurs idées. Hein. Dans la manipulation, il y a aussi ça. L'habitude que peut avoir l'agresseur, en fait, de désorganiser l'idée de sa victime. Ce que je pensais, ce que je disais... Comme disait Pascal Benoît, la rendre folle, quoi, en fait. La oui, faire perdre le contrôle d'elle-même. Il y a un moment donné, il y a un brouillard au niveau cognitif qui fait qu'on perd le fil de sa pensée, qu'on ne se souvient plus de la logique de ce qu'on avait à dire. Et donc, du coup, c'est compliqué d'expliquer exactement ce qui s'est passé. C'est compliqué d'expliquer, de redire les mots, c'est compliqué de les prouver. Par contre, il y a quelque chose qui peut aider les femmes à porter plainte. Eh bien, c'est l'entourage. Il faut parler. Et bien, souvent, on se rend compte. Souvent, on se rend compte que les gens de l'entourage avaient remarqué qu'il y avait des tensions, qu'il y avait des non-dits, qu'il y avait un visage décomposé. Alors, souvent, on fait allusion à la femme de Donald Trump. Il n'y a rien d'officiel, mais on voit d'un coup, il se retourne, il lui parle, et paf, le visage. Souvent, en fait, l'entourage a remarqué des choses comme ça. Et ça, c'est important de recueillir des témoignages. Mais ça, pour ça, il faut oser le dire. Il ne faut pas être isolé, il faut... Et lorsqu'on vient en force avec la mère, la belle-mère, la voisine, la collègue de travail, bien là, à la police, ils ne peuvent pas refuser la plainte. Là, c'est autre chose. Quand on vient seul, à 22h, après avoir laissé les enfants, après une dispute, après un moment où on n'a plus les idées en place, on se laisse souvent embobiner et puis dévaloriser aussi, hein, parce que j'entends souvent qu'elles sont face à des discours dévalorisants. Mais lorsqu'on vient en force en disant « je ne suis pas la seule à trouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai besoin d'être protégée de cet homme-là », en général, ça marche mieux. Alors nous allons continuer sur la question des violences, du harcèlement au travail. Donc on a mis violence dans notre truc, mais du harcèlement sexuel au travail. Et nous sommes allés aussi interroger les femmes de la rue parce que ça nous paraissait important d'en parler là, maintenant, aujourd'hui, suite à tout ce qui s'est passé sur le Balance ton port et le MeToo.
Donc nous avons voulu aller plus loin et comprendre un petit peu ce qui se passe sur ces questions de violence au travail, de harcèlement au travail. Alors donc nous avons demandé aux femmes aussi de la rue s'il y en a, est-ce qu'elles savent si ça existe. Maintenant, les gens en parlent un peu plus, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui subissent ça et qui pour l'instant n'en parlent pas encore. Mais comme j'entends pas beaucoup parler de ça, j'entends plus parler de la violence sur les femmes, et sinon... C'est possible, mais en fait, les patrons, je pense que c'est une histoire de chantage qui va là. Et si le chantage se fait, il peut avoir une violence sexuelle, ou si le chantage ne se fait pas, si la femme ne se laisse pas faire, il n'y a pas de violence sexuelle. Peut-être par des mots, des attitudes, des gestes malsains, surtout s'il s'agit d'un supérieur. Donc la crainte de la perte de l'emploi, surtout que le marché du travail est déjà difficile aux Antilles. Donc sur les violences sexuelles au travail, nous avons travaillé avec Sylvie. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, Sylvie, sur ces questions-là là, et on dit souvent que qu'il y a une confusion entre le harcèlement, la drague, l'agression sexuelle. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre toutes ces choses-là? Parce qu'en fait, il y a un silence incroyable, hein, comme les femmes du trottoir, de la rue, du trottoir, les femmes de la rue qu'on a interrogées dans la rue disent qu'il y a vraiment un silence complet, une chape de plomb sur les violences au travail, sur les violences sexuelles au travail, sur le harcèlement sexuel. Le harcèlement moral, c'est une chose, mais le harcèlement sexuel, ça existe. Et peu de gens parlent. Je vois qu'en France, les gens ont beaucoup causé de ça, les gens ont dénoncé, même sans donner de nom. Mais ici, très peu de gens ont parlé de ces histoires. Est-ce que c'est parce qu'on est dans un petit pays? Ça aussi, ça joue. Et il y a aussi les problèmes du chômage, il y a toutes ces questions-là. Mais c'est une véritable question qui mérite d'être... D'ailleurs, nous organisons à cet effet un Carbet Femmes, un lieu de parole, le samedi 9 décembre à 17h. On invite les femmes à venir nous rejoindre au garage, au 116 de la rue Lamartine, dans un bar très sympathique, entre femmes, les femmes qui vont parler aux femmes, entre elles, et pour libérer la parole et savoir un petit peu ce qui se passe et qu'est-ce qu'on a envie de se dire et qu'est-ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? En toute confidentialité. C'est-à-dire que ce qui sera dit là-bas ne sortira pas de ce lieu. Oui. Voilà. Alors, oui. Alors, du coup, effectivement, ce qui est quand même, en revanche, dommage pour rebondir sur le harcèlement au travail, c'est qu'on n'a pas de chiffres. Pour ma part, en ayant fait quelques permanences syndicales, j'ai pas rencontré beaucoup de femmes qui ont témoigné sur ce genre de situation, et celles que j'ai rencontrées, c'était surtout dans des très petites structures où elles se trouvaient face à un seul prédateur, en fait, un directeur, mais il n'y a pas de témoins, etc. Donc c'était un peu compliqué. Mais du coup, j'ai choisi d'en parler en vous proposant 4 situations, et où on va se répondre ensemble, à savoir si c'est du harcèlement ou pas. Donc la première situation que l'on rencontre très souvent dans les entreprises, c'est les calendriers avec des femmes dénudées affichées, ou des fonds d'écran de personnes qui mettent aussi des images pornographiques de femmes. Et à votre avis, est-ce que se retrouver dans cette situation est du harcèlement ou pas? Non, c'est sympathique. Oh. Bien sûr, non, Jeannot pense que c'est sympathique, parce que chez elle, c'est ce qu'elle fait tout le temps. Non. Non, c'est du harcèlement. C'est évidemment du harcèlement, puisque ça vous met dans un environnement en fait hostile, où on vous présente, vous en tant que femme, en étant déjà un objet sexuel. Et on affiche publiquement que les femmes, en général, sont un objet sexuel. Et en plus, vous avez toutes vu des calendriers, les postures, etc. Non, mais c'est très commun. Bon, les calendriers, mais c'est interdit dans les entreprises. Normalement, ça doit être enlevé. Oui, parce qu'une des définitions du harcèlement, c'est aussi le principe de l'environnement, et qui est dégradant. Donc pour l'image de la femme, tout à fait. On parle des femmes, voilà. Donc c'est effectivement, ça y participe. Donc c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Et donc les femmes peuvent dénoncer et demander à ce que ça soit sorti D'ailleurs, le chef d'entreprise ne devrait même pas le tolérer. Ça doit être enlevé, ça ne doit pas exister. Ensuite, deuxième situation, un de vos collègues, un matin, vous siffle et puis vous dit « Oh, dis donc, t'as un beau cul. Hein. » Harcèlement ou non? Oui, à fond.
Non, c'est pas du harcèlement. Non, si c'est une seule fois. C'est une seule fois. Voilà. Si c'est une seule fois, ça n'est pas du harcèlement. La deuxième fois, on peut porter plainte en revanche. Ça reste une agression quand même. Alors, ça va être mal pris, mais il n'y a pas de geste. Il y a C'est pas... la loi. Ça peut être mal pris. C'est pas on peut répondre, mais ça reste le oral. Le harcèlement, c'est une répétition de faits. Donc là, en l'occurrence, si c'est une seule fois... Mais il faut mettre ce monsieur-là... Mais il vaut mieux mettre un terme rapidement en lui répondant sèchement. Parce que, alors, il y avait aussi la question des mains aux fesses. Il y a aussi, justement, en revanche, un collègue vous met la main aux fesses. Oui. Harcèlement ou non? Ah ben oui. Non, harcèlement, agression. Agression. Ah, c'est une agression. C'est une agression franche, caractérisée, plainte immédiatement. Ça, c'est immédiat. Qui est distingué du beau cul. Oui, c'est une parole. C'est une parole. Parce que c'est une parole, il n'a pas touché. Ce n'est qu'une parole. Il est très mal, c'est un malotru, un mal élevé, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas. Un grossier personnage. C'est un grossier personnage. Mais alors les gens peuvent prendre ça pour un compliment. C'est super important ce qu'on dit là. Oui. Parce que c'est un peu la différence qu'on faisait entre la violence conjugale psychologique et la violence conjugale physique. De dire, c'est qu'un mot, ça va pas loin. Un homme peut dire à une femme dans une entreprise, je te trouve belle aujourd'hui. Je dois t'avouer que j'ai eu un béguin pour toi. Mais le beau cul, je trouve que c'est une agression, pour ma part. Je trouve que c'est une agression. Moi, je dirais que ça dépend des circonstances, mais si c'est votre patron qui vous dit « je trouve que tu es une très belle femme ou que j'ai le béguin pour toi », je pense qu'on est dans le début du harcèlement parce qu'il est dans une position supérieure, il est hiérarchique, que vous n'êtes pas il vous plaît pas forcément, donc il peut garder, il a le droit de penser ce qu'il veut, mais vous en faire part. Donc ça peut être totalement anodin, mais ça peut être aussi le début, parce que c'est pas le travail n'est pas un lieu où on doit faire part, on doit sexualiser les gens. Donc ça veut dire que j'arrive, je suis une professionnelle, je suis une femme ou un homme, mais je ne suis pas je suis là pour tel travail. Absolument. Donc j'ai pas à subir ce genre de choses. Et je pense que si les femmes sont mal à l'aise de ça, si le compliment est bien pris, enfin qu'elles acceptent, aucun problème, il n'y a pas de problème. Par contre, si elles sont mal à l'aise, je pense qu'il faut exprimer à la personne qui le dit, qui a peut-être pas dans la tête l'idée qu'il est en train d'arriver sur un terrain glissant, de lui dire que ça le met mal à l'aise et qu'on préfère pas, parce que c'est le début. En général, les descriptions, ça commence comme ça. Alors il y a aussi justement, c'est intéressant toutes ces discussions parce que beaucoup de personnes pensent qu'à force de parler de harcèlement, on détruit la séduction, on remet en question la séduction. En fait, c'est quoi la différence entre les deux? Où elle est la limite entre les deux? Dans la séduction, on demande une permission. Voilà. C'est le consentement. Exactement. Le harceleur, en fait, il n'est pas là pour séduire d'ailleurs, il est là pour vous humilier, pour vous mettre en mauvaise posture, pour vous dévaloriser. Un séducteur, il va vous faire un compliment, il peut vous faire une proposition et il va entendre la réponse. Et il va surtout aussi entendre la réponse si elle est en l'occurrence négative et ne pas insister. Si vous ne consentez pas à entendre, eh ben, il a fini avec vous. Donc il n'y a pas de problème. La drague, c'est un jeu à deux. Le harceleur, il harcèle tout seul, il fait pression tout seul. Vous n'avez rien demandé. C'est toute la différence en fait des situations au travail. Et en fait, du coup, quand on a compris cette affaire de consentement, est-ce que moi, j'ai envie que cet individu me fasse un compliment, d'entendre ce compliment et poursuivre la relation? Je réponds oui ou non. Et c'est moi qui choisis à ce moment-là. Ça, c'est très important ce qu'on est en train de dire sur la question du consentement. Et cette notion-là, il y a très souvent confusion. Oui, il y a une confusion, c'est-à-dire, alors on dit oui, les femmes, quand elles disent oui, c'est non. Alors là aussi, ça dit que les femmes, elles n'ont pas de position, quoi. Elles pensent disent pas, ça, en fait. mais comme elles pensent pas, et puis c'est des objets sexuels, elles savent bien, et puis elles aiment bien ça, quoi. Donc moi, je crois que la question du consentement est fondamentale et que c'était l'éducation. Et on arrivera justement à la question sur la question de l'éducation, c'est apprendre aussi. On en a parlé la dernière fois sur la question du non. Il faut que les hommes aussi apprennent à entendre ça. Alors, les femmes apprennent à le dire. Les femmes apprennent à le dire. Alors, il y a aussi autre chose qu'il faut... Et que les femmes apprennent à s'entendre aussi, parce qu'à entendre que leurs collègues puissent avoir à se plaindre de situations de harcèlement. Or, c'est pas toujours facile de se faire entendre. Oui, et puis bon, c'est là aussi, il manque de solidarité aussi dans les collègues qui ne voient pas, qui n'entendent pas, et il y en a qui disent, bon, ben, au pas au moins il y a habillé, tout était idéal.
Mais comme, quelle que soit la façon dont on est habillé, il y a une question de... Bon, bien entendu, on peut trouver ça pas très élégant, on peut avoir son avis, mais ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien. Donc, on va voir aussi, par rapport à ça, ce que dit l'avocate, comment faire pour, quand on veut sortir du harcèlement, quand on veut porter plainte, et comment doit-on faire. Dans le cadre de l'entreprise, donc au sein de l'entreprise, prévenir, informer, parce que l'employeur, de toute façon, lorsque ce harcèlement vient de la part de collègues de l'autre sexe, l'employeur, il a l'obligation, de par la loi, de mettre un terme à ces agissements-là. Et puis, lorsqu'effectivement, le harcèlement vient peut-être d'un supérieur hiérarchique qui serait éventuellement le responsable de l'entreprise et le seul référent, oui, pareil, la direction départementale du travail, tout un certain nombre d'organismes qui sont là pour régler ce genre de questions. Mais j'en reviens toujours à la même chose, allez voir un avocat, parce que ça aussi, c'est quand même une manière sûre et sécure de sortir d'une situation compliquée, professionnelle du droit, qui va pouvoir dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut se ménager la preuve, parce qu'on sait qu'en matière de harcèlement, le plus difficile est effectivement de pouvoir rapporter la preuve des comportements que l'on dénonce. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure? Sylvie, qui est très au fait de ce genre de choses, quel est le meilleur moyen de se préparer quand on sent qu'on est dans une situation de harcèlement? Tu racontais qu'il faut... Déjà, sans doute d'en parler à ses collègues, ouais. De le dire vraiment. Si on est dans une entreprise où il y a des représentants du personnel, c'est d'aller voir les représentants du personnel et dénoncer les faits, et aussi d'aller voir son supérieur hiérarchique, de dénoncer le collègue harceleur en fait. Et l'autre chose, c'est que si personne ne vous entend, en fait, vous constituez vos preuves. Parce que c'est très difficile pour chacune d'entre nous de quitter un emploi, même si on a un harceleur. On va peut-être y aller avec la boule au ventre, mais c'est d'avoir un petit carnet et puis de toujours tout noter. La situation, les gens qui étaient là, les personnes présentes, les propos etc. tenus. Les propos, exactement. Et de tenir son petit calepin, et quand on se sent prête, d'aller voir une avocate en l'occurrence. Parce que Laurence nous expliquait... parce que c'est très difficile à prouver, effectivement. Ouais. En fait, que les policiers, même si c'est quelque chose qu'on a écrit, et à la limite, il n'y a pas plus de preuves, le fait d'avoir écrit, tout d'un coup, on vous prend beaucoup plus au sérieux. Sauf que dans le lieu du quand travail... vous avez écrit quelque chose que quand vous n'avez rien écrit. Donc oui, c'est ce qu'elle nous disait, c'est qu'en général, les policiers, les gens qui sont en face de vous prennent au sérieux quand vous avez tenu un carnet, en fait. Même si on peut s'en étonner, parce qu'après tout, je pourrais écrire n'importe quoi. Mais bon, c'est suffisant. Donc c'est vraiment important. Moi, je l'ai appris grâce à cet avocat de faire un mémoire. D'avoir les témoignages de ses collègues de travail. Qui eux aussi, ou elles aussi, peuvent avoir peur. Ouais. Voilà. Alors nous rappelons notre parole femme le samedi 9 à 17h. Uniquement pour les femmes, avec des femmes, dans toute confidentialité, en toute simplicité, à 17h, au 116 de la rue Lamartine. Donc nous invitons les femmes à venir, on va parler, on va discuter, on va échanger, il y aura aussi peut-être une avocate qui va nous aider, des psychologues, Annick va peut-être venir avec nous pour essayer de faire tout ça. Donc libérer la parole, peut-être il y a des gens qui vont dire, moi aussi, donc on sera entre nous, on va dire ni MeToo ni balance ton pomme, mais on va dire mais nous moi aussi. Donc et ce sera dans la confidentialité. Voilà. Alors nous allons passer tout de suite à notre rubrique Quand et Quand. Alors tout d'abord on remercie Laurence, on remercie Pascal Benoît et l'apport d'Annick qui n'a pas terminé puisque commence vraiment sa partie sur la question des enfants. Donc on va passer à notre rubrique Tifi et Tigasson qui a monté Quand et Quand. Alors donc pour en parler, nous avons avec nous, on ne la présente plus puisqu'elle est là depuis le début, Annick Calabert. Alors psychologue clinicienne à Rivière-Salée. Vous êtes aussi spécialiste dans la relation parent-enfant. Donc c'est avec grand plaisir aujourd'hui pour notre rubrique que je vous passe le relais. Votre expertise est la bienvenue pour aborder en fait la thématique qui va nous intéresser. Donc c'est vrai qu'on a entendu ces femmes qui nous parlent des violences. Donc les violences faites aux femmes sont bien présentes dans notre pays. Mais nous on s'intéresse aujourd'hui dans notre rubrique Quand et Quand aux violences faites aux enfants.
Donc, concernant l'éducation des enfants, la société martiniquaise, on le sait malheureusement, est fortement attachée au châtiment corporel. Seule méthode, selon certains, capable de faire l'enfant rester droit dans le bon chemin, de respecter, lui apprendre à respecter les parents et de ne pas tomber dans la délinquance. Mais véritablement, quelles sont les conséquences, Madame Calabert, pour le développement psychologique de l'enfant de ces violences? Alors, j'ai une très forte pensée pour un jeune homme avec qui je travaille depuis quelque temps, qui a grandi dans cette violence et qui aujourd'hui n'arrive pas à s'en débarrasser. Les conséquences psychologiques, c'est que le monde devient formaté par le rapport de force. Donc, parfois on se place au-dessus, parfois on se place au-dessous, mais se faire entendre, s'imposer, en fait, passe par un rapport de force, parce que c'est comme ça que ça a été établi par nous lorsqu'on était enfant. Donc, oui, je pense que ça a des conséquences. Je pense que les conséquences, lorsqu'elles ne vont pas jusqu'au traumatisme, qu'on appelle le stress post-traumatique, peuvent aller donc dans un fonctionnement social qui est biaisé par le rapport de force. Et quels sont en fait les risques? Alors vous parliez de ce jeune homme, mais est-ce que ces risques sont toujours retrouvés lorsque l'enfant qui a été violenté devient adulte? Est-ce que les risques sont retrouvés? Oui, sont toujours retrouvés, ces risques psychologiques. Toujours non. Oui. Toujours non, parce que certains ont une prise de conscience et se rendent compte en fait de ce qu'ils ont vécu, acceptent d'avoir été victimes. Ça demande un cheminement personnel qui est quand même conséquent. C'est d'enlever la culpabilité. Lorsqu'on frappe un enfant dans le cadre du châtiment corporel, lorsque l'enfant prend une bonne volée, il est culpabilisé. Tu vois ce que tu as fait, tu vois ce que tu me fais faire, tu vois, je t'ai parlé 15 fois, regarde jusqu'où tu m'amènes. Et en fait, l'enfant ne se positionne pas en tant que victime. Et pourtant, il est victime. Donc c'est un cheminement de se dire, j'ai été victime des coups, j'ai posé un comportement qui ne justifiait pas d'aller jusqu'à ça. Alors on me dira, ah oui, mais si, ça justifiait bien, parce que je lui ai répété 15 fois, il n'est pas resté en place, et puis c'est la seule chose qui lui fait rester en place. Il y a châtiment et châtiment. Il y a des tapes avec explication, il y a des tapes sans explication, il y a des tapes et des coups, il y a des coups et des coups avec objet contendant. Et donc du coup il y a des degrés et l'enfant met plus ou moins de sens au fur et à mesure des degrés. Au bout d'un moment, je crois que l'enfant n'entend plus rien d'autre que le danger. Donc effectivement, il va filer droit, non pas parce qu'il a intériorisé les limites sociales de son comportement, non pas parce qu'il a pris conscience qu'il pouvait déranger ou qu'il fallait laisser la priorité, mais en fait, l'enfant va obéir parce qu'il a un instinct de survie, de conservation de son être, qui fait que s'il ne reste pas à carreau, en fait, il va juste mourir sous les coups. Dans sa représentation, ça va jusque-là. Alors souvent les parents disent mais non, mais c'est une petite tape, mais sauf que dans le psychisme d'un enfant tout est disproportionné et ça peut aller très loin dans sa tête. Donc effectivement, est-ce qu'on retrouve à chaque fois les conséquences? Non, parce que certains enfants arrivent à se mettre du côté des victimes et à se rendre compte que c'était pas normal ce qu'ils avaient vécu, et puis d'autres non, et donc du coup trouvent légitime qu'un rapport de force se solde parfois par la violence verbale, la violence physique, l'intimidation. Souvent, je me rends compte, des enfants avec qui je travaille, qui n'acceptent pas l'échec parce qu'ils ont l'impression d'être des moins que rien, d'être des perdants. Ça ne fait pas partie pour eux d'un fonctionnement normal de la vie pour évoluer, pour tirer des leçons. Ça fait partie de quelque chose qu'ils vivent comme une forme de soumission. J'ai raté, j'ai pas réussi, un tel a été plus fort que moi. Donc il y a une dévalorisation qui accompagne la violence
et qui effectivement peut avoir des conséquences à l'âge adulte. Mais est-ce qu'on peut dire au final que les violences adultes, les violences faites aux femmes par exemple, prennent naissance aussi dès la petite enfance? Alors, j'ai une pensée pour Stéphanie Mulot qui pourrait bien répondre à la question à mon avis, mais elle est en Guadeloupe. Mais on parle beaucoup de ça lorsqu'on se rencontre et lorsqu'on a l'occasion de discuter. Je pense très sincèrement pour ma part que vivre dans une société dans laquelle la violence est légitimée depuis tout petit, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait à l'âge adulte. Si, en tant que parent, pour me faire entendre, ça doit passer par ratatiner mon enfant, entre guillemets, par l'humilier, parce que parfois on donne la volée au milieu de la cour d'école, hein, pour que tout le monde voit la volée. Ou alors on donne la volée et ça circule sur WhatsApp pour que tous les copains voient la volée. Donc il y a une forme d'humiliation, il y a une forme de dévalorisation. Et je vois difficilement comment ça pourrait s'arrêter tout à coup à l'âge adulte, quand on a grandi dedans. Donc effectivement, la violence conjugale, parfois c'est pas un seul du couple qui le subit, parfois c'est deux adultes qui se battent, parce qu'en fait ils ont besoin d'avoir raison, ils ont besoin d'imposer leur point de vue, leurs désirs, leurs besoins. C'est moi qui ai raison, et comme tu n'entends pas mon besoin, comme tu n'entends pas mon désir, je vais te donner des coups, je vais crier après toi, je vais casser ton portable, je vais détruire ta voiture, jusqu'à ce que tu comprennes. Moi, je pense, oui, que ça prend naissance à un moment dans la manière dont on va faire jouer le rapport de force pour se faire entendre. Ce que je voulais ajouter à ça, c'est est-ce que les hommes qui ont vu, même quand ils ont été victimes, puisqu'on en parlait tout à l'heure, aussi intègrent le fait que pour faire obéir, il faut frapper. Et il faut frapper, et en même temps, les femmes intègrent aussi que de toutes les façons, elles sont de perpétuels enfants qu'on a corrigés petites. Et quand elles arrivent dans cette relation aussi, c'est dans la relation de couple, elles acceptent ce que vous disiez tout à l'heure, que l'enfant accepte, et accepte les coups, se fait tout petit. Et là aussi, dans la relation, quand elles grandissent, quand elles ont eu ça comme image, se mettre dans cette même posture infantilisante de on me corrige, j'ai été habituée à être corrigée petite, mais là aussi à l'âge adulte, on accepte aussi ces corrections et cette culpabilité. Je crois qu'il y a, pour ce que j'en sais, il faudrait voir si on trouve des chiffres là-dessus, mais pour ce que moi j'en sais, ce que j'ai pu constater, il y a égalité entre garçons et filles quand ils sont enfants concernant les violences parentales. Je ne crois pas que les femmes soient plus battues que les garçons ou inversement. Je pense que là où ça pose vraiment problème dans la société de genre, c'est le discours supplémentaire qui est donné aux filles. De grandir, comme je le disais tout à l'heure, en étant validées par la gente masculine. C'est de grandir en étant toujours inégale aux garçons. De grandir entre filles, on ne peut pas aller se mélanger, de grandir du coup avec cette différence qui est souvent dévalorisante et qui ramène souvent la femme à un statut d'acceptation de la société en général et de l'homme en particulier. Donc du coup, oui, je pense que le fonctionnement depuis enfant de la violence, mais aussi de toute la philosophie en fait qu'il y a dans cette société amène les femmes à subir cette violence à l'âge adulte. Tu voulais, Valérie? Oui, sur la... Géraldine. Non, continue, Géraldine, si tu as... Non, juste dire que j'ai l'impression aussi que, mais c'est aussi une impression, que la violence masculine est valorisée par notre société, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, elle est associée au courage physique, donc elle doit avoir des limites qui sont posées par la loi, mais elle est acceptable. C'est-à-dire, deux garçons qui se battent, finalement, c'est normal. Par contre, la violence des femmes et la violence des filles n'est pas du tout socialement acceptée parce que les femmes, elles sont pas, c'est pas l'idéal féminin, n'est pas de la petite fille qui roule dans la poussière avec sa petite camarade ou son petit camarade, et on va pas trouver ça normal et acceptable. Et donc du coup, je pense que je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, mais je pense que se greffe en plus de tout le système social qui a établi un rapport de force
en faveur des hommes. Donc, quand on accepte le principe du rapport de force, il est normal, la victime, le fort et le faible savent très bien où ils se situent là. Donc les femmes sont les faibles, les hommes sont les forts. Mais en plus, il y a le fait que j'ai l'impression que la société valorise l'usage de la violence, alors qu'une femme qui se défend d'un homme, d'ailleurs on le voit dans la presse, quand les femmes se défendent, souvent c'est ça, elles tuent leur partenaire tout le temps, mais de temps en temps pour se défendre, c'est considéré, il y a une vision beaucoup plus dévalorisante de la violence des femmes que de la violence des hommes. Effectivement, dans l'éducation, toujours de genre, la manière dont les petites filles sont éduquées, la manière dont les garçons sont éduqués. Pour les garçons, quand ils se battent pas, ils sont des timacoumets. Ouais. Par contre, une fille qui se défend, on va dire, elle est agressive, et les garçons manqués. Donc c'est vrai que ça commence depuis tout petit, et je pense qu'on est vraiment dans l'anthropologie, du coup. C'est pour ça que je pense à Stéphanie Mulot. On est vraiment dans la manière dont la société va amener une femme à se sentir femme. On est dans la manière dont la société va amener un homme à se positionner en tant qu'homme dans son couple, qui porte la culotte, etc. J'avais une amie qui me disait qu'au resto, elle filait rapidement sa carte bleue à son compagnon pour que ça soit lui qui fasse le code. Voilà, c'est des choses comme ça, mais dans la société, je pense qu'il faut se poser la question depuis au moment de l'éducation, effectivement. Mais moi, j'aurais une question importante à poser à Madame Calabert, donc on en profite. C'est vrai que cette question s'adresse plutôt aux parents qui nous regardent. Quels conseils pourriez-vous donner justement à ces parents qui reproduisent cette méthode éducative transmise de génération en génération et qui disent après tout, mais pas mort, ça n'a pas tué moins, donc voilà. Alors, avant même de donner un conseil, moi souvent je demande aux parents, d'accord, il a 10 ans, il fait 40 kilos, il n'est pas bien grand, d'accord, on en reparle dans 6 ans. Est-ce que vous pensez que là vous avez obtenu de votre enfant qui se calme en lui donnant une bonne volée, est-ce que vous pensez que dans 6 ans ça sera encore possible? Souvent la réponse c'est non, pas comme ça. Il va falloir à un moment donné opérer une transition. Parce que l'instinct de conservation de l'enfant fait que pour l'instant, il analyse la situation. Je suis petit, je suis tout rikiki, mon papa ou ma maman face à moi, c'est impressionnant, je ne vais pas oser. Mais il va arriver un jour où, en fait, l'analyse sera différente, forcément. Et du coup, le rapport de force, il va falloir qu'il se joue autrement. Dans l'éducation, dans l'autorité, il faut du respect, non de la crainte. À partir du moment où il y a de la crainte, le pouvoir, il a envie d'être renversé. Ça démange tout adolescent, ça démange tout enfant de renverser le pouvoir. Quand les parents ne sont pas là, ils font n'importe quoi, parce qu'ils savent qu'à l'école, on n'a pas le droit, ce n'est pas légal, ils le savent. Ils savent également que passé un certain âge, ils sont en capacité de se défendre. Donc je pense qu'il faut progressivement arriver vers le respect. Vers le respect, donc l'adulte doit être digne de respect, il doit inspirer du respect à l'enfant. Pour respecter quelqu'un, il faut comprendre cette personne. C'est important pour les parents que les enfants comprennent ce qu'ils veulent. C'est important pour les parents de se faire comprendre dans leurs demandes. Pourquoi je te demande ça là maintenant? Qu'est-ce que ça a d'intéressant pour moi de te demander ça? Mais qu'est-ce que ça a d'intéressant pour toi là de m'obéir là maintenant? Et ça, c'est un travail qui fait appel non pas à la crainte, mais aux capacités affectives et aux capacités intellectuelles de l'enfant. Oui, un enfant depuis tout petit est capable de comprendre. Sauf que tout petit d'abord, il est dans le principe de plaisir, il n'a pas envie d'être raisonné. Il a envie de s'amuser. Pour lui, c'est amusant de courir dans le magasin. Sauf que petit à petit, la raison, elle apparaît. Et petit à petit, eh bien, en fait, l'intellect prend le pas sur le principe de plaisir. Et puis le fait de vouloir faire plaisir à cette maman qui est tellement gentille, à cette maman qui fait des efforts qu'on respecte, eh bien, petit à petit, en fait, on arrive à accéder au respect, à l'autorité. La vraie, pas la crainte. Un grand merci, Madame Calabert, pour cette expertise. Merci beaucoup. Mais dans les rues de Fort-de-France, souvent, moi, je m'arrête et je dis aux parents, mais ils a chaud.
et en ville, et qui a fait commission, et vraiment, bah, il y a une chance, quoi. Et parce que les parents bousculent les enfants dans la rue, parce que l'enfant pleure, parce que l'enfant n'a pas envie d'y aller, parce qu'il touche à quelque chose. Ça fait pas longtemps, ça fait 3 jours, là. Allez, je disais ça à une femme à Fort-de-France. Et ça, c'est vrai qu'on est dans un pays où les parents sont assez violents avec les enfants. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu dis qui est très important. Je suis allée au cinéma voir La planète des singes. C'est un volume un épisode de cette saga qui était particulièrement violent. Il y avait du sang partout. C'était la guerre en fait. C'était le moment de la guerre. Et donc du coup, sont rentrés dans le cinéma avec moi au même moment que moi, la même séance, une maman avec ses 2 enfants. Le plus grand devait avoir, je pense, 5 ans. D'abord, j'essaie de comprendre au niveau de Madiana comment c'est possible. Ça fait un moment que je leur pose la question et qu'il y a le silence, donc ce serait bien qu'ils répondent. Mais surtout, je n'ai pas entendu un seul enfant brailler, se plaindre. Les enfants étaient en couche. Hein. Rien de tout le film. J'étais surprise, parce que quand je vais voir Carnes, quand je vais voir d'autres films, ça braille. Et donc, du coup, à la sortie, je regarde les enfants, tête baissée, qui tiennent la maman comme ça par la main. Et là, j'ai pas eu besoin d'être témoin de la violence pour comprendre pourquoi les enfants n'ont pas osé dire quoi que ce soit pendant tout le film. C'était terrorisé. Donc, absolument par le film. Mais bien sûr, par la mère. Par la mère. Alors, nous allons, et notre rubrique sac à fête, nous passons rapidement à notre rubrique sac à fête. Hein, et quel est le programme de Culture Égalité maintenant? Qu'est-ce qu'on fait là ces jours-ci, Sylvie? On commence par quoi? Alors, il y a le 25 décembre déjà. Le 25 novembre. Novembre. Ah ouais, novembre. Il faut qu'on soit justement nombreuses sur la place de la résistance. Ah oui, de la résistance. Culture Égalité va s'installer, va envahir la place. Non, on ne va pas envahir la place. Si, on va être là, présente, voilà. Et puis, donc toute la matinée, à partir de 9h... c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. On sera là jusqu'à 13h à peu près. Et puis, le 2 décembre, on organise un défi pour continuer, parce que les violences, c'est pas seulement le 25, on va continuer à dénoncer les violences envers les femmes. Et on voulait se rassembler, être ensemble et à avoir des défis sportifs. Donc, on va faire du foot, de la self-défense, du yoga, du gommier, et on va partager de bons moments ensemble. On va se prouver aussi à nous-mêmes qu'on est capable d'être sûr de nous, d'être forte, de prendre des initiatives, d'y aller, et de le faire tout ça dans la bonne humeur, tout en militant et en dénonçant ces violences. Alors, donc le 2 décembre, on vous attend. Les femmes doivent amener tenue sportive, serviettes et tout. Voilà, alors, je voulais quand même ajouter que le samedi matin, 25 décembre, nous ne sommes pas seuls sur la place. Novembre. Ah là là, 25 novembre, nous ne sommes pas seuls sur la place. C'est une manifestation qui est organisée dans le cadre de la campagne contre les violences faites aux femmes par la préfecture. Il y a aussi l'association Combit qui fera du théâtre. Il y aura aussi... et Annabelle Guéridra qui fera une performance, et donc il y aura un groupe de tambouillères aussi qui sera là, donc dès 9h, et le temps fort c'est entre 10h et midi, donc venez nous rejoindre, venez sur la place, venez voir un petit peu cette artiste Annabelle Combit et son théâtre forum, et venez participer surtout avec nous à ce défilé contre les violences, derrière les tambours, pour dire non aux violences faites aux femmes. Alors juste pour terminer, nous avons cette solidarité avec l'association de la Dominique qui continue, et nous voulons leur offrir justement à ces enfants-là un Noël. Donc nous partirons certainement vers le 22, hein, bon, on va rester juste une journée, une nuit peut-être, et donc nous sollicitons les personnes de la Martinique une fois de plus pour nous donner de l'argent pour acheter ces jouets et acheter de quoi faire une fête, ou de nous acheter un jouet et de nous le porter. Donc si vous voulez avoir nos coordonnées, notre numéro de téléphone c'est le 06 96 53 71 16.
53 71 16, c'est un portable, mais soyez généreux, pensez à ces enfants-là qui passent un cap très difficile et qui risquent de durer. Cette période est difficile pour la population dominicaise, mais vraiment très difficile. La situation est terrible. Nous avons envoyé hier, avant-hier, encore des choses, des sacs poubelles, des trucs pour les moustiques. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le Secours catholique de nous avoir permis d'envoyer des matelas, d'envoyer ça par le bateau du Secours catholique. C'était une opération, bon, on n'a pas eu des masses de choses, les gens sont fatigués, ont déjà beaucoup donné, mais pour Noël, faisons un effort et essayons de donner quelque chose à ces enfants. Et puis notre carbet, samedi 9 décembre. Alors merci à tout le monde, merci à Annick Calabert qui est toujours présente avec nous, merci à Valérie, Géraldine, Sylvie, c'est des militantes dont je ne sais jamais s'il faut dire merci ou pas. Merci. D'accord. Et puis à très bientôt, au mois prochain. Voilà. Merci Georges. Au moins Valérie qui dit merci Georges.